Genève. Janvier 2009, nous sommes au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce matin-là, des délégués du monde entier arrivent pour une négociation qui s'annonce tendue. Notre équipe de télévision est la seule à avoir demandé l'autorisation de filmer. Dans cette salle, on croise le fer autour d'un texte sur le racisme. Les négociations patinent et le ton menace de monter. La présence de notre caméra agace visiblement certains délégués. Le représentant du Nigeria demande la parole. I know that this may not be very popular, but when did we start using cameras and photographers and taping in the working group, informal working group of the UN system? Nous sommes parfaitement accrédités. Cette réunion du Conseil des droits de l'homme est publique, mais surprise, le président de séance cède. For the time being, the filming should be stopped. Notre caméraman remballe son matériel, mais la caméra continue de tourner. La déléguée de la République tchèque, qui préside l'Union européenne, lève sa pancarte. Elle exige une explication. Je dois dire que nous sommes surpris par votre rapide décision de demander aux journalistes de quitter la salle. Nous tenons vraiment à ce que la presse puisse suivre nos débats sur des sujets aussi importants. Pourquoi cette interdiction? Sur quoi portent ces tensions entre les nations que l'on voudrait cacher? La bataille que nous allons vous raconter n'est pas virtuelle. C'est une guerre de mots dont dépendent nos droits et nos libertés. Dans cette enceinte, ce sont les droits de l'homme que certains veulent bâillonner. Pourquoi nous interdire de filmer une réunion contre le racisme? Pour le comprendre, il faut savoir une chose. Derrière ces fenêtres se joue la revanche d'une bataille qui a très mal tourné en 2001. Durban. C'est dans cette ville d'Afrique du Sud que s'est tenue la première conférence mondiale contre le racisme. Nous y étions, déjà, et nous avions filmé. Tout avait si bien commencé. 10 ans après la fin de l'apartheid, nous venions pour rêver d'un monde où cette victoire contre le racisme en annoncerait d'autres. Nous avons participé à un atelier sur l'esclavage où des militants américains exigeaient des réparations. Nous avons croisé des Tibétains militant pour leur droit à l'autodétermination. Interviewé un militant indien venu plaider la cause de 300 millions d'intouchables. Manifester avec les peuples indigènes, en compagnie de Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix. Ce drôle de chapeau, c'est celui d'un Sindh, une minorité persécutée au Pakistan. Nous vivons sous l'occupation du Pakistan. Nous sommes un peuple indigène. Et nous nous battons depuis 54 ans contre le gouvernement raciste pakistanais qui nous persécute. C'est pour cela que je vis en exil. Toutes ces revendications, cette ambiance joyeuse et bon enfant, ont bien vite été balayées. Soudain dans les rues et sur les banderoles, une seule obsession. Israël, présenté comme le nouveau pays de l'apartheid. Nous sommes quelques semaines après la seconde intifada. Des radicaux sud-africains, rejoints par des extrémistes d'autres pays, ont décidé de faire de cette conférence une tribune amalgamant sionisme et racisme, Israël et nazisme. Dans la confusion générale, nous avons croisé de drôles de rabbins, des Neturei Karta, des intégristes juifs opposés à l'existence de l'État d'Israël pour des raisons religieuses, accrédités par une organisation islamiste. Et voici leur chaperon, Massoud Chadjeri.
Le sionisme est une idéologie diabolique, fondamentalement raciste, qui doit être éradiquée de notre société. La surenchère va aller bien au-delà de quelques amalgames. Une propagande antisémite circule dans les couloirs et sur les stands. Comme ici, sur le stand de l'Union des avocats arabes, où l'on peut acheter les protocoles des sages de Sion, un livre imaginant un complot juif mondial. On peut aussi admirer un concours de caricatures anti-israéliennes franchement douteuses. Des juifs au nez crochu. Des étoiles de David, synonyme de croix gammée. Et puis ce tract. Et si Hitler avait gagné? Il n'y aurait pas de sang palestinien versé. Des propos racistes dans une conférence contre le racisme. Rencontrés au Forum des jeunes, 2 militantes belges ne reviennent toujours pas. Ce qui nous a assez choqué, c'est dès qu'on est arrivé au Forum des jeunes, on a eu beaucoup de problèmes parce qu'on nous a un peu étiquetés en tant que juifs pro-israéliens. On avait une table où on distribuait des tracts. Il y a des photos ce qui s'est passé, on était à 20 derrière cette table avec 30 policiers devant nous et une centaine de personnes devant nous, de pro-palestiniens qui criaient Intifada, vous êtes des meurtriers, vous êtes des meurtriers. Et nous, on était là avec un message totalement pacifiste en disant give peace a chance, essayons de parler, vraiment on prône le dialogue, on distribuait des fleurs. Et ça a été très dur au niveau des émotions pour nous. On n'a jamais expérimenté un antisémitisme comme ça. Un antisémitisme latent parfois, oui en Belgique, mais ça, des tracts comme ça, moi j'en avais jamais vu de ma vie. C'était notre expérience. De Durban. Vive les conférences contre le racisme. Du côté des États, où a lieu la vraie conférence, la négociation est si tendue qu'elle vire au dialogue de sourds. Des pays claquent la porte, un texte contre le racisme est tout de même adopté, mais il ne fait pas l'unanimité. Neuf ans plus tard, c'est ce texte controversé que les nations doivent renégocier à Genève, au Conseil des droits de l'homme. Où en sont les rapports de force? C'est ce que nous voulions savoir avant d'être interdits de filmer. Le lendemain de l'incident, les services de l'ONU nous ont présenté leurs excuses. Embarrassés, ils nous ont ouvert grand leurs portes et même permis de fouiller dans les archives. Des images filmées par les caméras de l'ONU ces 5 dernières années. Écoutez bien, les prédateurs des droits de l'homme s'en donnent à cœur joie. Whenever the EU speaks, it is not so difficult to see the ugly head of Britain, the former colonial master. In the name of God, the compassionate, the merciful. Nobody in this council is in a position to decide if Moses, peace be upon him, really split the sea or not. We appreciate the effort made by China in recent years to continue to promote democracy and the rule of law, including the system of re-education through labor. Para los que agreden a Cuba y para sus cómplices, tenemos otro mensaje. Patria o muerte, venceremos. Quand les démocraties répliquent, on assiste à de vraies passes d'armes. Comme ici, entre un délégué américain et un délégué chinois. Nous sommes en mars 2008, quelques jours après des émeutes violemment réprimées au Tibet. Les États-Unis décident de monter au front. Merci, Monsieur le Président. L'Amérique est véritablement choquée par les violences, les arrestations et les morts qui ont eu lieu lors d'une manifestation qui avait commencé pacifiquement au Tibet. Nous nous inquiétons du manque d'informations objectives qui nous parviennent. Le gouvernement chinois refusant l'accès à cette région. Le bruit que vous entendez, c'est le marteau du président. La Chine a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président.
Je vous prie, Monsieur le Président, de demander à notre distingué orateur américain de bien vouloir se concentrer sur l'ordre du jour. Merci, Monsieur le Président. L'Australie décide de revenir à la charge. Nous sommes inquiets des morts tragiques survenues au Tibet. Agacé, le délégué de la Chine révise son code de procédure pour trouver un moyen de perturber le débat. Nous demandons à la Chine de permettre l'accès au Tibet pour que la communauté internationale et les médias puissent comprendre ce qui se passe. Le Conseil des droits de l'homme est un drôle d'endroit. Tous les pays n'ont pas le droit de vote, mais tous peuvent y parler à égalité. Les pays les plus démocratiques siègent aux côtés des pires dictatures. Aujourd'hui, l'ONU est financée à 90% par des pays qui ont des systèmes encore démocratiques pour une machine de propagande qui sert une majorité de pays autoritaires. Des démocraties en position de faiblesse, minoritaires, ça n'a pas toujours été le cas. Pour comprendre ce renversement, il faut faire un peu d'histoire. À l'origine, ces bâtiments ont une mission. Mettre en œuvre la Déclaration universelle et protéger les droits de l'homme. Cet idéal est né d'un échec. L'échec des nations face au nazisme. En 1933, dans cette même ville de Genève, Goebbels défie les nations. À un journaliste qui l'interroge sur les persécutions en cours contre les Juifs, le dignitaire nazi esquive par cette formule « charbonnier et maître chez soi ». En clair, les nazis veulent persécuter librement à l'intérieur de leurs frontières. Les nations s'en contentent. Mais quelques années plus tard, le charbonnier a réduit l'Europe en cendres. Face à l'horreur des camps, au racisme ayant mené à l'extermination, la prise de conscience est universelle. Au sortir de ce cauchemar, les Nations Unies voient le jour. Elles chargent Eleanor Roosevelt d'une mission historique. Imaginez une déclaration universelle qui garantira les droits de tous. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. We hope that... Ceux qui l'ont rédigé viennent de tous les continents. René Cassin, un Français, mais aussi un rédacteur chinois, un rédacteur russe, un rédacteur libanais. Un jeune diplomate de l'époque se souvient de débats hors du commun. L'atmosphère de ces années, ça a duré entre début 46 et fin 48, était une atmosphère d'ambition extraordinaire, comme il y en a peu eu dans l'histoire récente. C'était un très grand dessein. Et attablé à réussir ce dessein, les petites différences, les petites divergences ne comptaient pas. Le texte imaginé par les rédacteurs est tout simplement révolutionnaire. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Article 4. L'esclavage et la traite sont interdits. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression.